Nous allons parler du logiciel Autodesk Fusion 360, mais nous allons nous faire un focus sur la partie qui concerne la conception électronique. Pour rappel, Fusion 360, c'est un logiciel de conception et de fabrication. Il est donc normal de retrouver tous les éléments que sont la CAO, la FAO et l'IAO pour respectivement la conception, la fabrication et l'ingénierie assistée par ordinateur. Alors comme je le disais au début, nous on va utiliser Fusion 360 pour la conception d'un projet électronique. Alors, rien de bien nouveau par rapport aux autres logiciels de conception électronique. On va retrouver la très classique saisie du schéma, la simulation du fonctionnement, qui elle, bon, est facultative, mais quand même chaudement recommandée, pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas de grosses erreurs avant de lancer la fabrication. L'association des composants et des boîtiers, puisque bon, tous les composants, même s'ils ont la même vision, le même symbole sur la vue schématique, ils n'ont pas forcément le même boîtier dans la vraie vie. Donc, avant de pouvoir réaliser le circuit imprimé, il faut pouvoir faire une association, dire quel boîtier a quel composant. Une fois que c'est fait, on peut passer au routage du circuit imprimé, où là, on va placer les composants, donner une forme au circuit, et tracer les pistes, et enfin, la génération des fichiers de fabrication pour pouvoir envoyer la fabrication dans la machine. Alors, le tutoriel qui va suivre, c'est vraiment un tutoriel premier pas, où on va créer un schéma simple. Donc, on va commencer par accéder à la partie électronique de Fusion 360. On va rapidement décrire l'interface. On va placer et déplacer un composant, puis deux, puis trois, puis quelques-uns. On va ajouter une connexion, on va ajouter les bornes d'alimentation, et enfin, on va attribuer les valeurs et éventuellement refaire la numérotation si c'est nécessaire. Alors c'est parti, on va démarrer le logiciel Fusion 360 et on va regarder tout ça de plus près. Alors une fois que le logiciel Fusion 360 a démarré, on se retrouve sur cette interface-là, mais ce n'est pas celle qui va nous concerner, puisque là on est dans la modélisation en 3D. Donc nous, la première chose qu'on va faire déjà, c'est de commencer la conception ici en allant chercher le menu nouveau et on va demander une nouvelle conception électronique. Ça va nous faire basculer sur un nouveau document. On le voit ici au niveau de l'onglet avec un icône un petit peu différent du petit cube qu'on pouvait trouver. Là, on a quelque chose plutôt verdâtre qui rappelle un petit peu le circuit imprimé. On a ici un ruban de menu spécifique à la conception électronique. Alors pour rappel, la conception électronique peut regrouper plusieurs schémas. Donc on a déjà une première partie de conception qui va regrouper tout un tas d'autres documents. Que sont les schémas, que sont les fichiers de fabrication de circuits imprimés, que sont les fichiers de netlist, on verra après ce que c'est plus tard. Alors comme tout bon projet électronique qui se respecte, on va commencer par la saisie du schéma, et pour ça, on va commencer par cliquer ici sur Nouveau schéma, le bouton tout en haut à gauche. Alors maintenant que le logiciel a démarré le document de saisie de schéma, on le retrouve ici dans un autre onglet. On voit qu'ici, il s'appelle son nom, je ne l'ai pas encore nommé, et l'icône est encore un tout petit peu différent et rappelle celui d'un schéma électronique. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que l'interface, elle peut varier. Donc on peut avoir des petites variations selon comment on a configuré l'interface, selon comment on retrouve. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Donc on va retrouver les onglets ici en haut des documents qui sont ouverts. Ici on va retrouver un ruban de boutons qui est spécifique à la conception électronique. La grande zone d'édition, la zone de travail au milieu. Et puis ensuite, voilà, c'est là qu'il peut y avoir des variations, ce qu'on appelle des panneaux latéraux. Alors ils peuvent être à gauche ou ils peuvent être à droite. Ça dépend. On peut les retrouver ici à gauche, ici à droite. Alors selon comment le logiciel a été initialisé, ils ont été mis à gauche ou à droite. Donc il ne faudra pas être perturbé si jamais il y a des petites différences. Au pire, le plus simple, c'est de le choper ici, le panneau, et de le prendre et de le faire glisser à droite. Alors une fois que le logiciel a ouvert le document de saisie du schéma, on retrouve les très classiques onglets ici en haut. Notez que pour un schéma électronique, l'icône est encore un petit peu différent et il est toujours dans les tons verts, mais un petit peu plus clair. Et en y regardant de près, il rappelle un petit peu la saisie du schéma. On retrouve ici un ruban de boutons très spécifique à la conception électronique. On retrouve ici en plein milieu la zone d'édition, la zone de travail, c'est là qu'on va dessiner notre schéma. Une petite barre d'état en bas, où il peut y avoir des fois quelques informations intéressantes qui vont s'afficher, on verra ça. Et ensuite, ici sur la gauche et ici sur la droite, on peut avoir ce qu'on appelle panneaux flottants, pour avoir accès à des propriétés plus spécifiques lors de la saisie du schéma. Donc on constate déjà qu'il est quand même assez intéressant d'avoir une résolution d'écran assez grande, ce qui n'est pas mon cas ici pour les besoins de la vidéo. Alors on va commencer par le début, on va placer un composant. On a 5 rubans qui nous sont proposés, conception, document,
valider, automatiser et bibliothèque. Alors on va rester, nous, essentiellement dans le ruban conception. On retrouve donc ici tous nos boutons et on va placer un composant. Alors pour ça, eh ben, il suffit d'aller chercher ici le bouton placer un composant. On clique dessus et on vient cliquer sur la zone d'édition. Là, les panneaux qu'on avait ici qui étaient dockés sur le côté donc viennent d'apparaître, puisque là il y a une action qui va être requise de notre part, à savoir de sélectionner le composant qu'on veut ajouter. Alors pour ça, on a cette fenêtre-là, ici, placer un composant, qui nous propose plusieurs choses. D'abord, ici, on a la librairie dans laquelle on va aller piocher notre composant. Alors, je vous montre un petit peu rapidement. Alors, elles sont nombreuses, hein, les librairies. Alors, ça regroupe les composants par famille. Donc, par exemple, ici, on a tous les circuits intégrés de la série 4000 quelque chose, des 4100 quelque chose. Mais si je descends, j'ai ici toute la série des transistors ou des interrupteurs, etc. Donc c'est un petit peu regroupé quand même par famille, ce qui peut faciliter la recherche quand on veut ajouter un composant. Ou en dessous, on a ici la zone filtrée, et par exemple, on peut taper, moi je sais pas, hein, une référence de composant, ici BC557, et on va retrouver notre composant. On voit qu'ici, il l'a chopé dans la librairie transistor, s'il veut bien afficher transistor, voilà. Donc j'aurais pu le retrouver. Alors l'avantage de choisir la librairie, c'est que ça permet déjà, d'effectuer des recherches plus rapides, et puis deux, ça permet également d'avoir des résultats plus pertinents, parce que suivant le mot-clé qu'on cherche, on peut quand même avoir des résultats dans des familles de composants très différentes, et c'est parfois dur de s'y retrouver. Donc bon, ça permet de réduire le nombre de résultats de recherche. L'exemple que je vais vous montrer, on va fabriquer un petit circuit intégré. Alors dans l'exemple qu'on va utiliser pour le tutoriel, on va fabriquer un petit circuit imprimé qui contient en fait une extension 8 ports entrée-sortie qu'on raccorde à un bus I2C. Globalement, d'un côté, on a un bus de communication, de l'autre côté, on a des entrées et des sorties qui sont au nombre de 8. Plus simplement, si on voulait faire une analogie, c'est comme si je branchais quelque chose sur le port USB de la machine et que je pouvais commander 8 interrupteurs de l'autre côté, quoi. On va commencer par placer les composants. Le composant principal autour duquel s'articule toute la conception, c'est le PCF 8574. Et moi, je vais prendre celle qui vient de la librairie Micro Philips. Donc, pour sélectionner un composant, une fois qu'on l'a trouvé dans toutes les librairies et qu'on a la référence qu'on souhaite, on double-clique dessus. On voit qu'ici, en dessous, quand on le sélectionne, il y a son symbole électronique au niveau de la vue schéma qui apparaît, l'empreinte au niveau du circuit imprimé également qui apparaît, et quand c'est disponible ici, le modèle en 3D. Là, manifestement, il n'y est pas. Pour placer le composant, il me faut donc double-cliquer ici, sur sa référence. On voit que là, j'ai la petite pop-up ajoutée qui vient de s'afficher. J'ai le symbole schématique du composant qui vient de se coller à la souris. Je le positionne quelque part et je clique pour le poser. Bon, ils m'en proposent tout de suite un deuxième, mais je ne vais pas le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici et je cherche le bouton terminer. Voilà, le bouton il est posé. Donc maintenant, il me faut également pour cette réalisation, dans ce tutoriel, il me faut 8 résistances, 8 LED et un bornier 4 pôles. Donc pour les résistances, même principe, je vais taper R, tout simplement. Le problème, c'est qu'en tapant R, on voit que déjà la recherche, elle prend un certain temps. J'ai un nombre assez conséquent de résultats, et puis en plus, j'ai des transistors, des circuits linéaires. Évidemment, seulement avec la lettre R, le nombre de résultats est beaucoup trop grand. Donc je peux filtrer au niveau ici des librairies, et je tape Resistor, si je ne me trompe pas. Voilà, les librairies Resistor. Voilà, dans la librairie Resistor, des symboles qui s'appellent R, et là, j'en ai déjà nettement moins. Et moi, celui qui va m'intéresser, c'est le symbole R tout court, qui est le symbole de la résistance au format international, dont voici ici la vue schéma. L'empreinte circuit imprimé, donc on voit aussi le modèle 3D. Là, on constate que c'est un composant traversant. Comme je disais, double-clic. Et ensuite, je peux en placer une, je peux en placer deux, je peux en placer 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur terminer. J'ai ensuite 8 LED de 3 mm à ajouter. Alors j'avais sélectionné ici dans les LED, au niveau de la librairie, je prends la librairie alors d'un fabricant, puisqu'on peut ajouter la librairie comme on a fait. Donc je vais sélectionner encore un peu plus. Voilà. Wurt LED WLTMRC. Voilà. Et là j'ai déjà nettement moins de références. Et si je déroule un petit peu ici, plus large, je vois que j'ai les 3 et les 5 mm. Donc la 3, c'est la première. Je double-clique dessus. Il s'affiche toujours ici le petit panneau ajouté. Et pour information, si jamais la LED n'est pas orientée dans le bon sens, eh bien, il me suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris pour la faire pivoter. Je zoome, voilà. Il me suffit de cliquer sur le bouton droit pour la faire pivoter. Et si je veux inverser au mode miroir, il me suffit soit de cliquer avec le bouton central de la souris, la roulette, ou alors je peux utiliser le mode miroir comme ceci, et je reviens et elle a changé de sens. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, puisque les LED dont je vais avoir besoin, il est bon que je les affiche dans ce sens-là. Donc j'en place 8, et puis d'ailleurs je vais les placer un peu n'importe comment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, pour voir après comment on va les agencer, les modifier, les déplacer. Et il me reste enfin un dernier point, le bornier 4 pôles. Il se trouve dans la librairie Header. Voilà, donc je sélectionne la librairie. Ça me réduira le nombre de résultats de recherche. Je vais chercher sa référence. Donc je tape S4B-PH. Voilà, il m'en reste déjà plus qu'un. C'est le bon. Voilà, quand je sélectionne dessus, je retrouve encore une fois son symbole au niveau du schéma, son empreinte PCB sur le circuit, et là aussi, j'ai une petite représentation du modèle en 3D. Je double-clique dessus, je le place, j'en mets qu'un seul, donc je clique sur terminer, et voilà, c'est fini. On a ici un schéma où j'ai à peu près tous mes composants, parce qu'on va encore en ajouter quelques-uns, mais c'est pas du tout bien agencé. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va les agencer proprement. On voit que j'ai une grande feuille blanche au milieu de rien du tout. C'est pas tout à fait comme ça qu'on va faire. Une des choses qu'on va pouvoir ajouter dans la librairie ici qui s'appelle Frames au pluriel, je vais chercher quelque chose qui s'appelle Letter. Alors ici j'ai Letter L et Letter P pour portrait et paysage. Donc moi je vais choisir Letter L pour paysage, landscape. Je double-clique dessus, je viens et je clique et ça vient de m'ajouter un cadre ici avec le cartouche qu'on pourra modifier après. Donc maintenant on va passer au déplacement des composants pour mettre tout ça dans l'ordre. Alors pour le moment on va faire les déplacements de composants les uns après les autres. Alors pour déplacer un composant on a plusieurs possibilités. Soit on utilise ici les menus en haut, notamment on va utiliser ici modifier ou rotation, ou ici on peut afficher miroir, on a aussi des fonctionnalités pour aligner, pour réorganiser. Pour nous on va rester simple pour le moment, on va se limiter à déplacer, rotation et éventuellement miroir. On verra les autres un petit peu plus tard. Alors on va positionner les composants et on va bien les aligner. On va mettre R1 en face de D1, R2 en face de D2, R3 en face de D3, etc. Donc c'est parti. Alors je peux soit aussi faire un clic droit sur le centre du composant, parce que si on regarde bien, il y a quand même un petit plus ici, là, en visant bien la croix du centre, et en faisant un clic droit, j'ai un menu contextuel qui s'affiche, et je retrouve ce que j'ai dans le menu, dans le ruban ici. Je retrouve le delete, que j'ai là également. Je retrouve le move, qui est caché là derrière, etc. Donc moi je vais utiliser le move, et donc je peux déplacer le composant, là il est collé à la souris, et donc je vais pouvoir le déplacer. Donc je vais le mettre ici par exemple et je fais terminer. Ensuite, sinon je peux utiliser le menu contextuel, je lui dis move et puis je lui dis qu'il vient ici. Allez, je vais tous les faire, c'est pas très compliqué. Alors il y a un petit coup de main à prendre, il faut avouer que l'ergonomie est assez particulière. Il va falloir s'y faire un petit peu, donc c'est toujours pour le clic ou droit ou la sélection, il faut bien viser le centre du composant. Si on vise à côté, ça marche pas toujours, donc on vise bien le centre. Allez, on passe ça en accéléré et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà,
on se retrouve avec les composants qui ont été agencés dans un ordre un petit peu plus propre. Alors pour le moment, on n'a encore aucune connexion et surtout, il nous manque encore les points d'alimentation. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors pour l'ajout des points d'alimentation, on va avoir besoin de deux, l'alimentation en 5 volts et la masse. Alors comme d'habitude, on va utiliser la librairie. Donc ici, par contre, je vais aller chercher une librairie qui s'appelle Power Symbol. Je supprime le letter. Voilà, et dans les Power Symbols, alors là, il m'en propose encore plein. Alors, je vais utiliser le plus 5 volts. Je vais en mettre 3 de plus 5 volts. Alors, on a ici encore la vue schématique. Par contre, ce sont des composants, quelque part, qui n'ont pas d'existence au niveau du circuit imprimé et qui n'ont pas de modèle 3D. En fait, ce sont un petit peu des composants logiques qui vont être là pour alléger le schéma, pour éviter de tirer des longs traits à travers le schéma, et qui vont également avoir une utilité au niveau de la simulation, puisque ça va indiquer au logiciel de simulation que c'est par là qu'arrive l'énergie électrique. Alors il n'y a donc pas de routage, hein, c'est vraiment des points de repère uniquement pour le logiciel. Donc je double-clique dessus, je vais en placer un ici, et je vais en placer un, alors je dis OK, je vais en placer un ici, donc voilà, et puis je vais en placer un autre un peu plus haut, ici. Donc oui, comme vous avez vu, hein, la fenêtre flottante, ici, je peux la prendre et la déplacer en plein milieu de... Quand je place mes composants, ça ne me pose pas de problème. Voilà, j'en ai placé 3, et maintenant, il me faut une masse également, pour pouvoir indiquer au logiciel où se trouve la masse. Alors, on va prendre le symbole GND. Alors, il en existe plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Il y a le AGND, le DGND, le EGND. Bon, nous, on va prendre le GND tout court, et ça ira bien. Donc je vais mettre ici un GND ici, la value, je laisse bien GND, ici, et j'ai terminé. Voilà, donc là, mes symboles d'alimentation sont placés, et je le répète, ce sont des composants qui n'ont pas d'existence concrète après sur le circuit imprimé, hein. Ce sont juste pour simplifier la vue. Par exemple, je sais qu'ici j'ai VDD, et que j'ai la broche numéro 1 ici, qui sont censés être reliés ensemble, et également ici, toutes les anodes des LED ici sont censés être reliés ensemble au plus 5 volts. Alors plutôt que d'avoir un fil ici qui vient, qui se balade, qui fait le tour, qui vient se connecter ici, qui repart, eh ben en fait on prend des raccourcis. Ici on met une petite étiquette 5 volts, ici une petite étiquette 5 volts, et ici une petite étiquette 5 volts qui va venir distribuer sur tout ça. Le logiciel, lui, comprend que c'est quelque part relié, hein. C'est comme s'il y avait, entre guillemets, un fil invisible. Mais voilà, pour lui c'est la même chose. Bon, maintenant on a tous nos composants. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les relier, et pour ça, on va créer les connexions. Alors, en langage de conception électronique, en anglais, on appelle ça un net, et en français, ils vont appeler ça tout simplement un réseau. Ils auraient pu appeler ça un fil. Net en anglais, NET. Donc, c'est très facile, hein, il suffit de venir cliquer ici, et ensuite de venir les raccorder. Alors, quand on place ici sur l'extrémité d'une patte, il y a un petit cercle qui apparaît, donc ça veut dire qu'on est dessus, hein. On a un petit repère. Si je zoome par exemple, attendez, hop, je lâche. Si je zoome, voilà, on a un petit cercle et il suffit de cliquer. Et après, là je clique pas, hein, j'ai lâché les boutons de la souris. Je me balade. Je viens chercher une autre connexion. Le petit cercle me dit que c'est bon, il a trouvé quelque chose à quoi se raccorder. Je clique et c'est terminé. Voilà, donc je peux refaire la même chose ici par exemple avec cette patte-là. Je vais faire un zigzag, mais si jamais je vois qu'ici ça va se croiser, ce que je peux faire c'est clic, clic, et voilà, je peux un petit peu contrôler le zigzag que je veux faire. Donc là je viens le contrôler comme ça, le zigzag. Voilà. Là, quand j'en ai qu'un seul d'angle droit, ça se fait automatiquement. Voilà, donc maintenant, j'ai encore ici par exemple le VSS à relier au GND, le 5 ici qui est relié au 5 volts, c'est le VCC, le VDD. Voilà, et maintenant il me reste à relier P0 avec R1, P1 avec R2, P2 avec R3, etc. etc. Là, je peux venir me reprendre ici directement, je ne suis pas obligé de revenir au 5 volts, hein, je peux me reprendre ici directement sur un net
un réseau existant, et si je clique dessus, j'ai un gros point plein ici qui indique qu'il y a une connexion. Donc bah, pour relier toutes les anodes des LED ensemble, il me suffit de prendre l'anode de la LED et de venir chercher ici directement un réseau. Je ne suis pas obligé de remonter jusqu'à l'étiquette 5 volts. Voilà, allez, je fais ça en accéléré et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, et maintenant pour terminer, il me reste quelques petits réseaux à ajouter, notamment au niveau des entrées A0, A1 et A2 qu'il faut relier ensemble. Donc je vais chercher ici réseau, j'ajoute, je viens sélectionner ici, ici, ici et comme ça. Voilà, je les mets ensemble les trois. Et ensuite, l'entrée INT que je vais venir relier ici au 5 volts. Et voilà, donc maintenant, je peux cliquer sur terminer et on est censé avoir quelque chose comme ça. Donc les trois entrées qu'on vient de faire ici, branchées à la masse avec la patte numéro 4 du bornier. La patte numéro 1 du bornier vient arriver sur l'entrée INT ici et le 5 volts. Avant de passer à la suite, une petite remarque cependant. J'ai mis ici des alimentations en plus 5 volts et en GND, ce qui est un bon choix de manière générale. Mais dans notre cas précis, notre circuit logique, lui, nécessite une alimentation nommée VDD et VSS. La conséquence, c'est que l'outil de validation ici ERC va nous générer des erreurs et des avertissements ici, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on verra le pourquoi du comment en temps voulu. Pour le moment, c'est des erreurs qui ne vont pas gêner pour la suite du tutoriel. On va les laisser comme ça. On les corrigera. Également, ici, une petite résistance va être à ajouter. Tous mes réseaux ont été placés. Tous mes nets ont été placés. Tout a été placé. Alors après, il n'est pas nécessaire de chercher forcément à faire des lignes parfaitement droites. Du moment que la connexion est faite, le logiciel, lui, après, se débrouillera très bien. Pour le moment, bah, on a placé tout un tas de composants. Alors, autant pour la LED, on a la référence, autant pour le circuit intégré qui est au milieu, on a la référence. Par contre, les résistances, elles, leur valeur en ohms, pour le moment, est totalement inconnue. Alors, on va modifier ça. On va lui donner des valeurs, parce que si après on veut lancer la simulation, eh ben, il va bien falloir qu'il sache en ohms combien elles font, ces résistances. On va utiliser encore un bouton ici dans notre ruban de conception. Alors il est assez explicite, c'est quand on va dans modifier ici. Alors peut-être que suivant l'affichage que vous avez, le bouton il est déjà accessible. Et on va chercher le bouton ici valeur. Et il suffit de cliquer dessus et il nous demande la nouvelle valeur. Donc 330 ici. Et voilà, et on constate surtout que la valeur maintenant elle s'affiche en dessous. Donc la résistance numérotée R1 a une valeur de 330 ohms. La résistance R2 pour le moment n'a pas de valeur, mais si je clique dessus, eh bien il me repropose de saisir la valeur, etc. On va pouvoir faire ça pour toutes les résistances et on se retrouve. Certains se poseront la question, mais il est évidemment bien possible de rendre ça un petit peu plus rapide. Là, pour le moment, je fais les composants un à un pour la vidéo. Voilà, donc là, maintenant, ici, c'est pas la peine. La valeur, il l'a déjà, le bornier. Le circuit intégré, il l'a déjà, sa valeur. Les LED, on les a choisis dans une librairie fabricant, donc on a aussi les valeurs. Et les résistances, on vient de le faire, on a tout le monde. Alors, il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que si je change ici la valeur de la résistance, par exemple le R4, et ici, j'ai saisi 330, ça veut dire 330 ohms. Si j'avais voulu saisir par exemple une résistance de 330 kg, le suffixe K est acceptable, comme le suffixe méga, ou comme le suffixe milli, ou comme le suffixe micro, etc. Il est tout à fait capable de prendre les suffixes des unités. Voilà, donc on va laisser les résistances à 330 ohms. Alors comme pour le reste, il est possible de passer par le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit au centre du composant et dans le menu contextuel d'aller choisir la modification de la valeur ici. Voilà, et on retombe exactement sur la même petite pop-up de 330. Alors il se trouve que ici j'ai par exemple bien classé les composants D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, etc. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, etc. Ok, très bien, mais imaginons pour une raison quelconque, j'ai supprimé un composant. Pour information, si on veut supprimer un composant, parce qu'on a créé un composant en trop ou c'était pas le bon, il suffit d'aller chercher le bouton supprimer et ensuite d'aller cliquer sur le fameux composant en question. On notera que le composant est supprimé, mais que les réseaux qui étaient connectés, eux, restent. Il n'y a pas d'effet cascade. Maintenant, si je replace un composant dans les résistances et je le place ici,
on verra qu'il le renomme R1 puisque c'était le premier numéro disponible. Maintenant, si on a supprimé par exemple un composant mais que la numérotation ne nous convient pas, parce que par exemple ici j'avais envie de numéroter à partir de R10, R11, R12, etc., je peux le faire. Bon, alors on va pas le faire sur la résistance, mais par exemple j'ai envie de renommer le composant IC1, j'ai envie de le renommer U1. Alors pour ça, je vais passer par le bouton nom ici, en cliquant dessus et en allant chercher le composant ici IC1. Donc je ne vais pas le faire, je vais annuler, juste pour montrer que si je veux, je peux aussi encore une fois utiliser le menu contextuel. Et ici, j'aurai la même chose avec le menu contextuel name. Et donc, je remplace mon IC1 en U1. Et voilà, le composant est renommé. Ou si jamais, voilà, je voulais renommer d'autres composants qui se sont numérotés pas dans le même ordre. Il faut savoir que la numérotation, voilà, elle est automatique. Quand on supprime un composant et qu'on remet un composant, ça reprend le numéro le plus bas possible. Donc, il n'y a pas de trou, a priori, dans la numérotation qui va se faire, ce qui permet de garder une nomenclature plutôt propre. Alors voilà, maintenant, on a notre schéma complet. On va pouvoir passer à la vidéo suivante qui concerne la génération de la netlist, c'est-à-dire associer les composants à des boîtiers pour pouvoir ensuite passer à la fabrication, à proprement parler, au dessin en tout cas, du circuit imprimé. Pensez à enregistrer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.